Salut, dans cette vidéo je te parlais d'un art qui n'existe plus, qui a disparu et que l'on peut considérer comme étant l'ancêtre du cinéma d'horreur et plus précisément du cinéma gore. Je te parlais d'une époque où les gens se déplaçaient dans des salles non pas pour aller voir des films, mais pour aller voir des pièces de théâtre dans lesquelles avaient lieu de véritables horreurs sous leurs yeux. Dans cette vidéo je te parlais du théâtre du Grand Guignol. Alors avant de rentrer dans les détails, qu'est-ce que c'est que le Grand Guignol en deux mots? C'est un sous-genre théâtral qui a existé pendant de nombreuses années et qui mettait en scène du gore et tous les tabous de la société, qu'ils soient plus ou moins explicites. C'est également le nom de la salle à Paris, parce que oui c'était à Paris, dans laquelle avaient lieu les représentations. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter et vous expliquer ce qu'était ce genre théâtral si singulier et comment il a influencé le cinéma par la suite. Dans une première partie je vais parler donc du Grand Guignol, de son évolution, de quoi ça parlait, qu'est-ce qu'il y avait littéralement dans ces salles. Et je tiens à préciser que les images d'illustration que je vais utiliser pour cette vidéo ne sont pas vraiment des images de l'époque, parce que c'était pas vraiment filmé à l'époque, hein. Et surtout que c'était quelque chose d'assez obscur. C'était vraiment dans un quartier à Pigalle à Paris qui à l'époque était malfamé, et les gens, les bourgeois, allaient dans ce quartier-là pour se pervertir, pour assouvir certains fantasmes en fait. C'était un quartier où il y a eu par exemple du théâtre érotique, où il y a eu des casinos, etc. Et le Grand Guignol. Et dans un second temps, je vais parler de tout l'héritage que le Grand Guignol a laissé dans la culture, qu'elle soit théâtrale, littéraire, mais surtout cinématographique. Tout d'abord, quelles sont les origines du Grand Guignol et pourquoi ça s'appelle le Grand Guignol? Vous connaissez certainement le théâtre de Guignol, donc le théâtre pour enfants avec les marionnettes là. Ça c'est né en 1808. Et la même année est né Oscar Métainier. Et donc ce monsieur a grandi avec Guignol. D'où l'appellation du Grand Guignol. Autrement dit, en fait, Guignol c'était quand même pour les enfants, mais ça dénonçait et ça critiquait le régime en place, à savoir Napoléon III. Et c'était souvent censuré, et même pendant les représentations des marionnettes, la police pouvait intervenir et stopper le spectacle. Le fameux Oscar Métainier, lui, il a grandi avec ça, il a eu envie d'ouvrir sa propre salle de théâtre à la fin du 19e siècle, et il l'a appelé le Grand Guignol, avec l'idée que c'est Guignol qui a grandi, Guignol qui aborde des sujets un petit peu plus sombres. Voilà, vous l'aurez compris, ça a une double signification, c'est à la fois un lieu à Paris, plus exactement dans le quartier de Pigalle, et un genre théâtral. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression grand guignolesque, et bien évidemment c'est lié au Grand Guignol, c'est un terme qui en découle pour décrire des meurtres et des faits divers qui sont sanglants à l'excès, à tel point que ça devient presque grotesque. Et c'est un terme qui est encore utilisé aujourd'hui en fait. Donc quelle était l'esthétique et quels étaient les codes de ce genre théâtral? Alors l'aspect le plus marquant c'était bien évidemment le gore. C'était souvent des pièces de théâtre avec un final extrêmement violent et graphique, et en fait tout le long de la pièce on jouait avec la tension et le suspense pour ensuite amener la peur et le dégoût de manière assez brutale. Et il y avait l'archétype du monstre répugnant qui était caché, souvent par exemple dos au public, pour ensuite le révéler à la fin et choquer tout le monde. Je ne peux pas continuer de parler de l'aspect esthétique de ce sous-genre théâtral sans parler du contexte historique et social. Le théâtre du Grand Guignol, ça a été de 1896 à 1963. Le théâtre a été créé par les bourgeois pour les bourgeois, donc vous voyez où je veux en venir, ça choquait peut-être pas tout le monde. Il mettait en scène les peurs de l'époque, à savoir notamment les maladies contagieuses, une perception de l'étranger bizarre et menaçant, et le progrès qui avançait un peu trop vite. Essuie-glace. Il faut opérer immédiatement. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il n'y avait pas encore le cinéma d'horreur comme on le connaît aujourd'hui. Le seul moyen de se faire peur, de voir du gore,
c'était d'aller au Grand Guignol. Il y a eu un premier tournant majeur en 1899 avec un changement de propriétaire qui a amené un vent de fraîcheur et surtout de nouveaux dramaturges comme André Delorme, qui par la suite est devenu l'une des grandes figures du Grand Guignol et qui a notamment amené de nouveaux effets spéciaux, plus d'effets gore, qui a ensuite valu l'âge d'or du Grand Guignol. Donc le but de ces pièces de théâtre, c'était d'instaurer un malaise dans la salle. Il y avait souvent des rires nerveux, mais aussi carrément, parfois, des évanouissements, ce qui faisait d'ailleurs la renommée de certaines pièces. Tout est pensé pour faire ressentir ce malaise. Il n'y a pas seulement le gore, il y a aussi tout un aspect psychologique en fait. On travaille le spectateur dès son entrée dans le théâtre avec un décor qui se prolonge jusqu'à la billetterie. Et d'ailleurs, c'était souvent un décor d'hôpital psychiatrique qui était redouté par les populations bourgeoises à l'époque. Il y a aussi un travail sur la lumière et les effets sonores encore plus évidents que dans les autres genres théâtraux. Et des personnages malades qui sont même parfois présentés avant le début des représentations avec des acteurs assez exubérants, même parfois carrément dans le surjeu, qui font peur dès l'entrée dans la salle. Il y a presque un aspect interactif en fait avec le théâtre du Grand Guignol. Il y a une dimension érotique qui est peut-être un peu moins évidente mais quand même largement présente, et surtout avec la mort des femmes dans les pièces de théâtre qui souvent prenaient des postures évoquant la jouissance. Il y a aussi la mentalité des spectateurs qui se disaient eux-mêmes qu'ils allaient se pervertir, qu'ils allaient assouvir leurs fantasmes les plus sombres en allant voir du Grand Guignol. Le théâtre du Grand Guignol a connu son âge d'or dans les années 20 et dans les années 30. Il a connu des dizaines et des dizaines de dramaturges différents, des dizaines et des dizaines d'acteurs et d'actrices différentes. Il y a eu plein de directeurs qui à chaque fois apportaient un vent de fraîcheur à ce théâtre. Et il y a eu des milliers et des milliers de représentations. On ne sait pas exactement combien il y en a eu, mais en tout cas c'est sûr qu'il y en a eu au moins 30 000. Mais malheureusement il y a eu un déclin au début des années 60, avant qu'il ne ferme ses portes en 1963. Il y a eu des tentatives de résurrection du Grand Guignol en 1974, en 1980 et en 1986. Mais en fait, c'était plus du tout la même chose, hein. C'était des pièces qui étaient populaires, où on faisait venir des grandes stars de théâtre. En fait, c'était devenu l'inverse de ce que c'était à la base. Pourquoi le Grand Guignol est devenu de moins en moins crédible? Pourquoi il a fermé ses portes en 1963? En fait, il y a trois principales raisons. La première, c'est que les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont refait surface dans les années 50, et malheureusement, la réalité a rattrapé la fiction. Il y a aussi le cinéma, qui s'est dévergondé lui aussi, début des années 60 en tout cas, qui a largement fait concurrence au Grand Guignol, allant presque jusqu'à le ridiculiser. Et enfin, le Grand Guignol, malgré lui, est devenu sa propre parodie. Quand ce sera fini, ce que vous voyez là, nous fera un beau lion de mer. Un monstre marin nain, capturé dans les mers polaires, comme dit le patron. On distingue comme un chiot. Mais c'est un chiot. Seulement voilà, c'est pas tout de prendre un chiot, il y a la manière de transformer. Pauvre bête, tu dois souffrir le martyr. Eh, forcément. Mais ça s'arrête pas là quand même, parce que ça a duré pendant plusieurs décennies et il y a véritablement eu une influence dans les autres arts et notamment dans le cinéma. Mais avant ça, il y a quand même eu une influence dans le théâtre, surtout en Angleterre, avec des artistes comme Frederick Whitney qui écrivent du Grand Guignol. Il y a également, basé en Angleterre, la troupe Forced Entertainment, qui depuis les années 80 mélange théâtre moderne et performance artistique. On sent chez eux une forte influence du Grand Guignol pour son côté exubérant et provocateur. Mais l'héritage le plus flagrant dans le théâtre, il se passe en France, avec les metteurs en scène Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, qui ont véritablement su ressusciter le Grand Guignol avec des pièces comme La Dame Blanche en 2016 et Chapitre 13 en 2018. En effet, ils utilisent des effets spéciaux actuels, ils reprennent les thématiques de l'époque tout en conservant une touche d'humour. Qu'est-ce que c'est? La table des réjouissants. Il y a eu une influence pendant que le Grand Guignol existait encore dans la littérature, avec les pulp magazines. Donc c'est des petits livres peu coûteux qui racontaient le même genre d'histoire que le Grand Guignol, avec des couvertures explicites. Et ça, c'était surtout dans les années 30 et dans les années 40. Mais l'héritage majeur du Grand Guignol, il s'est fait dans le cinéma. Il y avait déjà une influence pendant qu'il existait encore, et je pense notamment au film Freaks de Todd Browning, sorti en 1932. Si vous regardez le film, en fait, c'est un très bon film d'ailleurs. Il y a clairement un esprit au début et à la fin qui reprend l'un des codes majeurs du Grand Guignol, à savoir le monstre caché, et qui est révélé à la fin, et qui a un aspect horriblement grotesque en fait, qui fait rire un peu nerveusement. Most amazing, the most astounding living monstrosity of all time.
Comme je l'ai dit précédemment, le cinéma commençait à se dévergonder et donc à faire concurrence au Grand Guignol. Et c'était notamment le cas des studios de la Hammer au Royaume-Uni, qui commençaient à mettre de plus en plus de gore dans leurs films, avec notamment Frankenstein s'est échappé en 1957 et Le Cauchemar de Dracula en 1958. Mais le cinéma anglais de cette époque-là, c'est pas que la Hammer, il y a aussi tout un tas de réalisateurs qui ont fait des films de plus en plus extrêmes, notamment dans la période de 1958 à 1960, donc un peu avant le déclin du Grand Guignol. Et en fait, ils reprenaient les thématiques qui étaient déjà présentes depuis des années dans le Grand Guignol, notamment avec des films comme Le sang des vampires et Le cirque des horreurs, qui reprennent la thématique des erreurs médicales, un film qui s'appelle Crimes et horreurs, qui reprend la thématique du fou meurtrier, et des faits divers qui étaient abordés dans des films comme L'impasse aux violences ou encore Jack l'Éventreur. Mais l'héritage le plus évident, il se fait d'abord dans le cinéma américain, avec un certain Herschel Gordon Lewis, qui est le réalisateur qui a fait les premiers films gore à proprement parler. Le premier étant Blood Feast, sorti en 1963. Donc Feast, le festin, pas le... Ouais, bref. Qui a été suivi par 2000 Maniacs en 1964. Donc ces deux films-là sont les deux premiers films gore de l'histoire. Ce même monsieur a réalisé en 1970 The Wizard of Gore, qui est maintenant en fait devenu le film gore qui a influencé par la suite tous les autres. Et avant ça, en fait, le gore était uniquement dans le Grand Guignol. Mais rappelez-vous, le Grand Guignol, c'est un théâtre français. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le cinéma français se l'est approprié? Est-ce qu'il y a eu un héritage dans le cinéma français? Et bien c'est un certain Georges Franju qui a réalisé le premier film gore français qui s'appelle Les yeux sans visage. Et d'ailleurs, pour l'avoir vu, ce film, je trouve que la scène grand guignolesque a pas tant vieilli que ça, étrangement. C'est assez perturbant. Mais outre les films du début des années 60, il y a aussi un héritage dans le cinéma de série B. Je pense à des films des années 70, 80, 90, films tels Evil Dead, Brain Dead, etc., qui sont gore à outrance et qui, pour moi, ça paraît évident qu'ils reprennent ce que faisait déjà le Grand Guignol. Il y a aussi un héritage spirituel dans la perception par rapport au public de ces films-là, parce que le cinéma de série B, il est quand même mis de côté, perçu comme étant un cinéma marginal, et si on a envie de le voir, il faut quand même plus ou moins le chercher, quoi. Il y a aussi un héritage dans le giallo. Donc le giallo, c'est un genre de film qui est né en Italie, qui mélange le film policier, le film d'horreur et l'érotisme. Il a connu notamment son âge d'or dans les années 60 et dans les années 70. L'exemple le plus frappant, c'est certainement Suspiria de Dario Argento, qui est sorti en 1977, parce qu'on y retrouve plusieurs codes du Grand Guignol, notamment la surabondance du sang, le suspense et l'aspect érotique lié à la mort et au corps de la femme. Enfin, j'ai pu constater par moi-même que l'influence du Grand Guignol continue encore dans des films récents, et je peux citer par exemple le film Malignan de James Wan qui est sorti en 2021, qui au passage est un super film je trouve, qui quand même reprend de manière assez évidente l'archétype du monstre caché et dévoilé à la fin, du grand final grotesque et tout l'aspect psychologique lié au personnage principal qui est littéralement malade. Que ce soit volontaire ou non, l'esprit du Grand Guignol est toujours présent. Pour conclure, en fait le Grand Guignol, on se rend compte qu'il ne pourrait plus vraiment exister aujourd'hui, parce que l'horreur, la peur, c'est devenu banal maintenant. On a l'habitude de voir des films d'horreur, et surtout depuis qu'il y a internet, la peur c'est vachement banalisé quoi. Mais c'est pas totalement vrai, parce qu'en fait il existe toujours aujourd'hui, comme j'ai pu l'aborder dans la vidéo. Il y a toujours des représentations, même si elles sont quand même assez rares. Et en plus de ça, on peut le retrouver dans des recueils. On peut lire du Grand Guignol si on le souhaite. Il y a des textes originaux qui ont été retranscrits et traduits. Et enfin, son esprit, sa mentalité, ses codes sont toujours présents dans le cinéma de série B, et même dans le cinéma populaire en fait. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez appris des choses, que ce soit sur le Grand Guignol ou sur le cinéma. Elle a demandé quand même plus de travail que d'habitude, et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire des retours. S'il y a peut-être des aspects que j'ai oubliés, que j'ai pas mentionnés, merci de bien vouloir me le dire en commentaire, du coup ça m'intéresse. Et sinon, je vous dis à une prochaine.